Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints ici au dernier étage de la Samaritaine. Merci aussi à ceux qui nous suivent ce matin en streaming. Nous sommes donc là pour parler de la prochaine édition du CIRA Lyon qui se tiendra du jeudi 19 janvier au lundi 23 janvier 2023. CIRA Lyon qui, après avoir intégré l'écosystème CIRA Food en 2020, continue d'évoluer graphiquement, mais pas que. L'évolution se fait également dans son positionnement, dans son offre, son contenu, sa compréhension du monde et de l'alimentation, du monde de l'alimentation et de la restauration. Et nous sommes aujourd'hui réunis avec, je dirais, une sorte d'effervescence, puisque l'été, vous n'êtes pas sans le savoir, a été un été presque extraordinaire pour le monde de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, avec 25 millions de touristes étrangers qui sont venus cette année en France, avec 15 milliards d'euros de recettes au total. L'hôtellerie-restauration affiche un chiffre de plus 20%, c'est 11% de visites en plus pour la restauration hors domicile, avec 17% de dépenses supplémentaires, et une cuisine française qui est parmi les plus plébiscitées, avec 40%. Alors c'est l'euphorie, mais c'est également une période de rentrée assez difficile. Là aussi, vous n'êtes pas sans le savoir, problématique de recrutement, inflation, cours et pénurie des matières premières. CIRA Lyon s'inscrit cependant, malgré cela, dans une réelle dynamique et reste la plateforme de référence et véritable levier économique. Et pour accueillir cette conférence de presse, pour la démarrer, je vais appeler Olivier Ginon, président directeur général de Gelevens, sous vos applaudissements pour le mot de bienvenue. Bonjour Olivier. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je voudrais vous dire combien nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui pour parler du CIRA. Et CIRA, ça veut dire aussi Bocuse d'Or. Vous savez que le Bocuse d'Or, cette compétition que nous organisons dans plus de 60 pays, est une image fidèle, incroyable de ce CIRA. C'est une projection dans 60 pays, lorsque les compétitions ont lieu, de ce que le CIRA a depuis plus de 30 ans incarné dans la restauration, incarné auprès des chefs, incarné auprès de l'industrie. Et je vois certains industriels ici, je vois certains partenaires ici, je vois des institutionnels ici, je vois des journalistes ici. Je voudrais vous remercier de votre présence et vous dire combien le CIRA, pour notre groupe, c'est une date la plus importante. Le CIRA, ça incarne notre entreprise. Ça incarne une entreprise qui, depuis plus de 40 ans, se développe dans le monde de l'événementiel et du salon. C'est la manifestation, on le verra par les chiffres qui sont d'ores et déjà, au même titre que ceux qu'on vient de voir, excellents pour janvier prochain. Ce sont des moments d'exception, de retrouvailles, de dégustation, de nouveaux produits, de nouvelles tendances. Aujourd'hui, bien sûr, qu'il faudra parler de la sobriété, parce que c'est plus que dans l'air du temps, c'est dans une obligation que nous avons toutes et tous dans notre mode de vie. Nous devons le retrouver dans la gastronomie de demain. Et nous devons bien sûr penser que le CIRA et le Bocuse d'Or, ce n'est pas que l'élite, c'est la gastronomie de tout le monde, la gastronomie dans la rue, la gastronomie à tous les échelons. On est fiers, et je voudrais remercier toutes les équipes du CIRA pour la qualité du travail qu'elles font, en France, à l'international, parce que je crois qu'on peut les applaudir, elles font un travail merveilleux. Voilà, le CIRA, je l'incarne, vous le voyez par mon corps, j'en ai trop profité, et je voudrais simplement vous dire que je vous attends en janvier avec toutes nos équipes pour passer des moments encore plus fous, parce que le CIRA est fou. Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier Ginon. On va le constater en images que ce CIRA est quelque part fou et en tout cas plein de vie.
CIRA Lyon du 19 au 23 janvier 2023. Et pour parler plus en détail de ce CIRA Lyon, je vais appeler Luc Dubanchet, directeur de CIRA Food et du salon CIRA Lyon. Bonjour Luc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Luc, le CIRA, c'est un véritable levier économique, c'est un lieu où le business se fait, mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qui vient au CIRA? Quels sont les visiteurs qui vont fouler les allées cette année encore? Oui, le CIRA, c'est un salon de service. Nous sommes à disposition de l'ensemble de la profession, de l'ensemble du food service, pour accueillir ces professionnels. Ils étaient 160 000 en 2021, on en attend plus en 2023 bien évidemment. Qui sont-ils? C'est intéressant, c'est 51,7% de décideurs, c'est-à-dire que les visiteurs du CIRA sont les visiteurs qui passent des commandes. Et donc c'est très important d'avoir cette qualité, cette qualification de visitorat. Si on redescend après dans la qualification, 30% viennent de la restauration en foyer, on parle bien des visiteurs, 21% des métiers de bouche, c'est aussi l'ancrage historique du CIRA, 16% de la distribution, ça fait partie, je pense, des secteurs qui ont monté dans l'affluence du CIRA ces dernières années, 10% de l'industrie, 10% des services. Voilà, c'est ce visitorat qualifié qu'on s'attache à accueillir chaque année et qu'on va évidemment avoir aussi avec nous en janvier 2023. Et puisqu'on parle de chiffres, on a souhaité parler, Olivier Ginon parlait de l'effervescence autour du CIRA et de côté très positif. On voulait être transparent ce matin avec vous et vous parler de la commercialisation du CIRA à date, puisque cette année, on est à date aujourd'hui à 94% du CIRA commercialisé. On a dépassé la commercialisation de 2019. On est au-dessus des chiffres et qui pourtant 2019 était la meilleure année du CIRA, donc on s'annonce comme une année exceptionnelle pour ce CIRA 2023. Vous voyez ici le plan se dérouler sous vos yeux. Ce seront près de 2000 exposants sans les marques, donc on sera à plus de 3000 avec exposants et marques, et on occupera, je dis ça, c'est pas neutre, puisque 2021, on avait un CIRA qui avait été contraint par le Covid, on occupe bien les 140 000 mètres carrés de ce parc Eurexpo. C'est 7 halls et on est à 66 000 mètres carrés, un peu plus de 66 000 mètres carrés net de stand. Voilà. Souvent, on ne donne pas ces chiffres. Nous, on a décidé de vous les donner ce matin. Les autres feront ce qu'ils veulent, mais ça vous donne en tout cas une idée de l'étendue du succès programmé de ce CIRA 2023. Alors, le CIRA, c'est aussi un visitorat et des exposants qui nous viennent de toutes parts, France et aussi international. C'est très important pour nous de développer et de redévelopper le CIRA à l'international. Ça fait partie des choses qui sont essentielles. On n'est pas sur la bonne slide, c'est pas très grave. La partie internationale du CIRA représente près de 14 000 mètres carrés. J'ai parlé de 66 000 mètres carrés de surface nette, 14 000 mètres carrés, 13 789 exactement au compteur. Ça fait sourire Frédéric Love. Ça représentera 22% d'internationaux. Nous aurons quasiment 300 stands internationaux, 27 pays et 14 pavillons internationaux qu'on voit ici entre le hall 2 et puis le hall 3, avec des Japonais, des Grecs, évidemment tous les pays européens, et 350 mètres carrés de pavillons saoudiens. On en parle beaucoup en ce moment dans l'actualité. C'est la première fois que le Moyen-Orient sera représenté, en tout cas que l'Arabie saoudite sera présente au CIRA de manière forte. Et donc c'est évidemment la preuve que ce CIRA à Lyon est un CIRA international, avec la volonté de s'installer durablement dans ce monde global, puisque si on n'est pas global, on n'existe pas. Alors la slide précédente sur laquelle on peut peut-être revenir, c'était pour pouvoir remercier les principaux exposants qui vous soutiennent. Oui, alors à travers ces 20 marques qui sont effectivement les exposants principaux du CIRA, en tout cas les plus gros porteurs, ce sont bien les 1600 exposants du CIRA qu'on souhaite remercier. C'est un contrat de fidélité qui s'est passé entre les marques, les industries et le CIRA. Et c'est évidemment une histoire qu'on trame au fil des saisons. La rentrée a été très positive, les marques sont là, les exposants sont là, et ça fera une puissance économique et un levier économique fort pour l'ensemble de l'année. Et ce CIRA 2023 sera aussi inévitablement signe d'innovation, comme à chaque édition, notamment avec les CIRA Innovation Awards qui seront remis à cette occasion. Les visiteurs viennent pour la nouveauté, 250 nouveautés présentées au centre, là, dans cette
allée des innovations. Effectivement, les CIRA Innovations Awards avec un jury prestigieux, 12 CIRA Innovations Awards qui seront révélés au moment du CIRA et mis en scène dans cette place des Lumières, à côté d'un food forum, et révélation donc des lauréats à mi-décembre et remise des prix le vendredi 20 janvier. Jeudi, vendredi, 2 journées qui sont importantes. On a maintenu en 2023 ces 2 journées, donc du jeudi et du vendredi, pour aller jusqu'au lundi, car on s'est aperçu qu'encore une fois, jeudi et vendredi étaient des journées très fortes commercialement. Donc c'est important pour nous d'avoir un CIRA qui soit évidemment un levier commercial important. Voilà, et puis la nouveauté, vous le disiez, c'est aussi le forum, le forum CIRA Innovation qui traitera des tendances avec une thématique quotidienne pour chaque journée de ce salon, donc entre le jeudi et le lundi, entre le 19 et le 23 janvier. Et puis un pôle start-up qui est ici symbolisé avec le numéro 3, avec 30 start-up réunies sous l'enseigne notamment du Crédit Agricole. Mais on aura évidemment des start-up dans l'ensemble des mètres carrés du CIRA. C'est important de faire entrer évidemment les entreprises innovantes à l'intérieur et au sein des entreprises du CIRA. Un mot peut-être aussi sur le Smart à Toulouse et les GAST à Strasbourg qui vont rentrer. Oui, rapidement, mais pour être fort à l'international, il faut aussi être fort dans son pays. Et le président Olivier Ginon avait décidé aussi de nous inciter fortement à se rapprocher. Donc les 2 salons qui sont 2 salons importants, à Strasbourg et GAST et à Toulouse Smart, vont rejoindre l'écosystème CIRA Food. Et donc voilà, Smart Toulouse et GAST Strasbourg seront en 2024 des appuis forts aussi pour l'écosystème CIRA Food. Et donc pour le CIRA Lyon, on aura donc 3 grands salons, un grand salon international qui est le CIRA Lyon et 2 grands salons forts et puissants dans leur région qui sont Smart à Toulouse et GAST à Strasbourg. C'était important de se dire que voilà, on grandit aussi sur notre périmètre et sur notre territoire. Et pour faire un salon fort, il faut attirer, il faut communiquer. Je pense que vous souhaitez aussi ce matin évoquer en un mot la communication à la fois nationale et internationale. CIRA Food, c'est une data de 500 000 contacts, plus de 500 000 contacts qui sont activés depuis déjà des semaines. Ce qu'on appelle les pré-enregistrements ont commencé auprès des visiteurs, des campagnes d'emailing. Je ne vais pas tout vous citer, mais c'est un travail colossal évidemment de communication. CIRA Connect, l'application qu'on a lancée également il y a 2 ans sur vos smartphones, est là pour rassembler les exposants et les visiteurs. Et c'est plusieurs dizaines de milliers de téléchargements de cette application qui permettent aussi de préparer l'expérience CIRA Lyon. Et puis on va donc adresser évidemment toute cette campagne dans une 30aine de pays dans le monde entier. L'Europe reste un appui solide évidemment pour le CIRA, mais on va beaucoup plus loin. On parlait tout à l'heure du Moyen-Orient, on parle également de toute l'Amérique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, et puis même si l'Asie avec la Chine s'ouvre difficilement, en tout cas lentement en ce moment, on a évidemment des campagnes qui sont à destination de ces acheteurs internationaux. Et on a également décidé de lancer une politique d'accompagnement des acheteurs. Donc CIRA Lyon accompagne des hosted buyers pour pouvoir aussi vous présenter aux exposants les meilleurs acheteurs possibles. Donc c'est aussi une démarche très volontariste de notre part cette année. Merci beaucoup Luc, vous reviendrez tout à l'heure nous voir, mais je vous invite à regagner votre place. Le CIRA, c'est aussi des concours, le CIRA Lyon, c'est 3 concours principaux notamment, et pour nous en parler, je vais vous demander d'applaudir Florent Supplisson, le directeur des événements gastronomiques pour CIRA Food. Bonjour Florent. Le CIRA, donc, je vous le dis, c'est 3 concours principaux. Le premier que l'on peut citer, c'est l'International Catering Cup qui ouvrira le bal le jeudi 19 avec 12 pays représentés et 24 candidats. Et je sais que Joël Mauvignier, le président de la Confédération des charcutiers bouchers traiteurs, est là. Et c'est lui qui va s'occuper de ce premier concours. Et au total, pour ces 3 concours, vous le voyez sur cet écran, ce sont 56 pays pour les finales et 108 candidats au total qui participeront à l'ensemble des concours en 2023. S'affiche sur cet écran la Coupe du Monde de la pâtisserie. Avant de vous laisser la parole, Florent, on va écouter le président de cette Coupe du Monde de pâtisserie 2023, Pierre Hermé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aurais aimé être parmi vous ce matin, mais je tenais néanmoins à vous adresser quelques mots. Le CIRA Lyon est un événement incontournable de l'univers de la gastronomie. J'ai l'honneur d'y présider la Coupe du Monde de la pâtisserie depuis 2019.
Elle se déroule dans ce salon. Depuis ma prise de fonction à la tête du concours, j'ai eu pour ambition de lui donner une direction toujours plus engagée et plus responsable dans un monde changeant, confronté à de profondes mutations. Une gourmandise affirmée qui reste un vecteur d'émotion tout en étant au service de l'environnement. La Coupe du monde de la pâtisserie est une occasion unique pour les acteurs du secteur d'affirmer leur désir de transformation. C'est également un moment privilégié de transmission des savoir-faire et de mobilisation intergénérationnelle dans notre métier. J'y suis profondément attaché. La programmation 2023 sera riche en nouveautés. Je vous donne rendez-vous à Lyon les 20 et 21 janvier prochains. Le rendez-vous est pris. Merci Pierre Hermé, président de la Coupe du monde de pâtisserie. Florent, est-ce que vous pouvez nous donner à date les pays inscrits et les participants pour cette Coupe du monde? Alors, vous les voyez à l'écran. Donc déjà, la première analyse qu'on peut faire, c'est qu'on est revenu sur nos 20 pays habituels, avec une sélection et un processus de sélection qui a été très, très dynamique. Tous nos pays ne sont pas encore là, il faut le préciser quand même. Il y a encore une sélection, qui est la sélection Asie-Pacifique, qui aura lieu à Singapour le 26 octobre précisément, donc dans très peu de temps, qui permettra de sélectionner les pays que vous ne voyez pas encore sur cet écran. Alors que dire? Déjà que dans le processus de sélection, on a fait une sélection, la dernière sélection, c'était la sélection qui a eu lieu en Afrique, un événement absolument fabuleux au milieu du Sahara, dans le sud du Maroc, avec 7 pays Coupe du Monde, une dynamique africaine qui a été extrêmement forte. L'Afrique a vraiment de plus en plus envie de promouvoir sa culture culinaire. On le voit, c'était aussi le cas pour ceux qui ont été sur Omnivore. On a pu entendre beaucoup parler de l'Afrique sur les forums. Et donc l'Afrique, elle est au rendez-vous. Il y avait un niveau absolument fabuleux. Et il y avait un pays parmi ceux-là, qui est l'île Maurice. L'île Maurice qui a remporté la 2e place de la Coupe du monde de la pâtisserie. Et c'était leur première participation. Donc l'Afrique, définitivement, est bien en route. Sur la sélection Amérique, on a accordé aussi une wildcard à la Colombie. Et puis la sélection Afrique dont je viens de parler, il y a des wildcards qui ont été attribuées à l'Égypte et au Ghana. Y a-t-il des nouveautés à annoncer pour cette Coupe du monde de la pâtisserie? Oui, il y en a. Alors déjà, c'est le retour de la sculpture sur glace. La sculpture sur glace, qui est une épreuve emblématique et très spectaculaire s'il en était de la Coupe du monde de la pâtisserie. On l'avait laissé de côté sur la finale 2021 pour pas trop charger des équipes qui étaient dans un contexte un petit peu fragile. Donc c'est le retour de la sculpture sur glace, mais dans une épreuve qui a été retravaillée par les glaciers du Comité international d'organisation, avec des blocs qui vont être plus petits que ceux qu'on sculptait avant, et une épreuve plus courte puisqu'elle ne durera qu'1 heure. Et donc retour de la sculpture sur glace, et puis le maintien de 2 épreuves qu'on a lancées sur la finale 2021, l'épreuve des sucettes glacées, dont j'adore le mot en anglais lollipops, et le maintien également de toute la partie pâtisserie de restauration, avec un dessert de restaurant servi minute dans les conditions du restaurant et jugé par un jury spécifique composé de pâtissiers de restaurant et par des chefs cuisiniers. Et je crois que c'était très important pour vous de remettre ce dessert-là pour ne pas avoir que des desserts de boutique et de faire vivre en fait tout le spectre de ce que la pâtisserie peut proposer. Complètement. Olivier Ginon le disait tout à l'heure, nous le disait tout à l'heure, Sierra Leone, c'est aussi le Bocuse d'Or, nouvelle édition, donc Bocuse d'Or 2023. Mais avant une nouvelle fois de vous entendre, nous allons revisionner une vidéo. Je vous demanderai de tendre l'oreille parce que malheureusement la qualité de son n'est pas exceptionnelle. Nous allons écouter Jérôme Bocuse. Bonjour à tous et on est tous impatients de retrouver le Bocuse d'Or en janvier 2023. Le Bocuse d'Or qui a été créé par mon père en 1987, il y a plus de 35 ans. Et ce concours, il avait été créé pour rassembler les chefs de tous ces pays à Lyon. Mon père voyageait beaucoup à travers le monde et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne voyait pas
tous ces pays. Donc c'était un moyen de faire venir ces pays, de promouvoir leur gastronomie à Lyon. Et aujourd'hui, cet ADN reste le même. On veut voir des nouveaux pays. On a vu l'île Maurice tout récemment gagner la sélection Afrique. Et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui dans ce Bocuse d'Or, c'est d'avoir des nouveaux pays, de connaître des nouvelles cuisines. Et c'est une grande fête, c'est la fête des chefs. Et on attend tout ça avec impatience. Jérôme Bocuse, président du Bocuse d'Or. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, Florence Plisson, en capacité de nous annoncer la liste complète, et je dis bien complète, des pays sur le Bocuse d'Or? Oui, on connaît aujourd'hui les 24 pays finalistes à Lyon. Donc les sélections ont toutes eu lieu à l'exception de la sélection Asie-Pacifique. On parlait tout à l'heure de la Chine qui s'ouvre lentement. L'Asie était encore un peu fragile, mais la sélection s'est faite sur dossier. On a donc nos 5 pays d'Asie-Pacifique qui sont bien présents sur la finale. On a des nouvelles participations. Je parlais de l'île Maurice tout à l'heure pour la Coupe du Monde de la pâtisserie. C'est aussi une première participation de l'île Maurice qui fait une entrée fracassante dans le Bocuse d'Or. Première participation sur la sélection Afrique au Maroc dont je parlais tout à l'heure. Victoire de l'île Maurice devant le Maroc, devant la Tunisie, devant les pays du Maghreb qui généralement sont régulièrement sur le podium. Donc une émulation en cours sur l'Afrique, dont je parlais aussi tout à l'heure, l'identité culinaire africaine. Elle est définitivement en marche et elle est challengée par l'île Maurice, un tout petit pays, mais où il y a de très très beaux établissements hôteliers et de très beaux restaurants. Donc bravo à l'île Maurice. Ensuite, on a aussi des participations nouvelles, sur la finale en tout cas, comme la Colombie. On a un podium aussi qui a été extrêmement intéressant sur la sélection Amérique, avec la participation du Mexique qui a vraiment une très très belle dynamique aussi, avec une nouvelle génération de chefs qui apportent des choses complètement nouvelles sur le concours. Et puis le scoop, c'est aujourd'hui les 2 wildcards qui finissent par composer nos 24 pays participants. Et ces wildcards, les ont été attribués à l'Estonie, qui est arrivé 11e sur 10 pays qualifiés, et donc on a repêché quelque part, et est un pays qui est fidèle au Bocuse d'Or depuis de longue date. Et puis on a aussi décidé d'attribuer une wildcard à un pays d'Asie qui était un peu plus loin dans le classement, mais qui a réussi à faire une sélection absolument fantastique, le Sri Lanka, qui est dans un environnement politique et économique assez difficile en ce moment, comme vous le savez, et ils ont réussi pour autant à faire une super sélection, et ils ont fait un très très beau travail. Donc le comité international d'organisation a décidé de leur attribuer une wildcard. Donc ce sont 24 participants au total, 5h30 d'épreuves, avec deux épreuves, dont la lotte. Et alors le deuxième produit, on ne l'annoncera pas aujourd'hui, ne sera connu qu'au mois de novembre, oui. C'est ça ? Alors, on aime bien entretenir le suspense et on va dire la spontanéité de nos candidats. Et donc, on a effectivement annoncé il y a une dizaine de jours le premier thème, un thème plateau, qui sera composé d'un poisson, en l'occurrence une lotte écossaise. Et donc, ça va être un très très beau travail et un très beau challenge aussi pour nos équipes. Le tout accompagné de 3 garnitures végétales et d'une garniture qui sera servie à part. Et le deuxième thème, eh bien, il sera annoncé mi-novembre. Vous souhaitez, je crois, remercier quelques partenaires, comme on l'a fait tout à l'heure pour commencer. Oui, alors quand on parle des pays, je voudrais également préciser que bien sûr la France sera de retour après avoir remporté la finale 2021 et que Naïs Pirolet représente la France. On est en France et il est important de dire que la France sera encore bel et bien présente sur la finale qui arrive. Alors effectivement, 2 petites informations. D'abord, quand on parle d'international, avant de parler des partenaires, c'est de dire qu'il y a un très très gros réseau international derrière la Coupe du Monde de la pâtisserie et le Bocuse d'Or. Un réseau qui est très solide, qui est très engagé. C'est un réseau qui n'est pas figé, qui se développe en permanence. Le Bocuse d'Or aujourd'hui, c'est 70 pays participants. La Coupe du Monde de la pâtisserie, 50. Ce réseau, cette famille, comme on l'appelle, elle est en permanence en train d'évoluer. De nouveaux pays arrivent. À titre d'exemple, nous accueillons la Lettonie,
une autre république balte qui viendra aux côtés de l'Estonie, qui est avec nous depuis une quinzaine d'années. On a l'île Maurice, dont je parlais tout à l'heure, une entrée fracassante sur l'ensemble de nos 2 compétitions. C'est aussi des pays un peu plus lointains comme la Géorgie. Donc là, on est dans le Caucase et près de la mer Noire. Donc tout ça, ça bouge. La sélection du Bocuse d'Or, c'est un roadshow qui traverse tous ces pays sur un cycle de 2 ans qui se termine à Lyon, et donc un très très beau réseau international. Je voulais aussi en profiter et terminer par un grand remerciement aux partenaires. Ce ne sont pas que des sponsors, ce sont des partenaires. Ils sont totalement impliqués à nos côtés pour la réussite de cet événement, pour faire émerger le meilleur de la cuisine, le meilleur de la pâtisserie. Donc un grand merci à vous tous. Je ne vais pas pouvoir vous citer tous. Je voudrais au moins remercier les sponsors majeurs et remercier sur la Coupe du Monde de la pâtisserie Valrhona, Capri et puis Debic, avec un salut particulier à Debic qui nous rejoint pour la première fois en tant que sponsor majeur de l'événement. Et puis sur le Bocuse d'Or, saluer Metro, Enodis, Convotherm, et puis ceux que j'ai aperçus dans la salle, je pense à Nestlé Waters, j'ai vu Bragard tout à l'heure et Guy Boeuf. Donc merci à tous pour votre implication et on vous attend pour une nouvelle grande fête de la pâtisserie et de la cuisine sur Sierra Leone. Et vous vouliez aussi dire un mot avant de regagner votre place sur les candidats et leur implication, parce que je ne sais pas si tout le monde en a conscience, mais lorsqu'on s'inscrit à un concours, que ce soit la Coupe du Monde de la pâtisserie ou le Bocuse d'Or, on en ressort, je dirais, jamais pareil. Oui, alors juste effectivement dire que dans un monde où tout va de plus en plus vite, où beaucoup de choses sont virtuelles, l'expérience concours pour moi est quelque chose qui est encore plus pertinent. Et l'expérience qu'on procure à nos chefs à travers la Coupe du Monde et le Bocuse d'Or me paraît quelque part la plus fabuleuse aventure humaine et professionnelle qu'on puisse leur proposer, qui va les imprimer à vie dans leur parcours professionnel, qui va les forger dans leur écriture, dans leur parcours. Et donc voilà, je voulais vous livrer cette petite pensée. Merci Florent Suplisson, directeur des événements gastronomiques pour Sierra Food. Et je vais rappeler à mes côtés Luc Dubanchet, directeur du Sierra et de Sierra Lyon, parce que si on a ces, je dirais, 3 concours principaux dans ces 2 mastodontes, Coupe du Monde de la pâtisserie et Bocuse d'Or, il y a aussi d'autres nombreux concours tout au long de ces 5 jours de Sierra Lyon. Oui, on ne les a pas comptés pour être très, très honnête, parce qu'il y en a tellement que c'est très compliqué. On parle évidemment de cette scène événementiel Sierra Métier de Bouche, avec pendant ces 5 jours une corporation, une association chaque jour, avec nos amis fromagers, les poissonniers, les bouchers, sur notamment la partie intéressante autour de travail de la viande, le European Butcher Competition, auquel on rattachera également World Burger Contest, les trophées du maître d'hôtel. Voilà, je salue leurs représentants dans cette salle, et puis le Gargantua, qui est bien entendu, et c'est une partie importante, on a vu tout à l'heure le visitorat du Syrah vers la restauration collective, le Gargantua qui vient également poser sa caravane et faire sa compétition sur cet espace Syrah des métiers de bouche. Belle scène importante. Deuxième, voilà, on peut... Oui, j'allais vous dire, et il n'y aurait pas de... Voilà, All set dans le Sierra Coffee Show, avec 5 journées également, avec le partenariat de la SCA autour du championnat de France de barista, championnat de France Coffee in Good Spirit et championnat de France du Cesvel Brick. Je ne sais pas ce que c'est, je suis persuadé que c'est absolument passionnant. On le découvrira au moment du Syrah. Et bien entendu, une scène très importante. On parlait tout à l'heure, encore une fois, de ces secteurs. C'est 14 000 mètres carrés qui sont dévolus à la boulangerie-pâtisserie dans le hall 4 du Syrah. Et donc, on a cette scène Syrah Bake and Pastry avec le championnat européen du sucre d'art, la Coupe de France de la boulangerie. J'en profite pour saluer les représentants de la Confédération de la boulangerie, les représentants de la Confédération de la pâtisserie qui sont présents également dans cette salle, et la société Le Safre, qui est également un grand partenaire de cette scène. 2 pôles de restauration. Syrah Cuisine, c'est le restaurant, alors il est tout au bout là-bas, dans le hall 7, c'est le restaurant, on va dire, de
d'innovation que le Syrah travaille depuis maintenant plusieurs années. On y trouve là-bas un nouveau concept, vous le découvrirez très prochainement. Et puis une nouveauté, Syrah Meat and Grill, c'est l'occasion de valoriser toute la filière viande et de vouloir aussi créer un événement autour de cette idée de viande grillée. On va venir un petit peu obliger Eurexpo à créer des extensions extérieures pour pouvoir avoir les meilleurs steaks. Je pense que c'est important d'avoir du carnet et du carnet de qualité. On parle notamment de tout ça depuis des mois et c'est important que le Syrah incarne ça réellement. Voilà. Je n'ai pas tout à l'heure parlé d'une chose qui me tient évidemment à cœur dans cette partie événementielle, et elle se situera notamment Place des Lumières, c'est le lancement également de Future Food. C'est une association triple entre Syrah Food, Transgourmet et Services Compris, avec la valorisation des food entrepreneurs, un jury prestigieux, une sélection et 6 lauréats qui vont être révélés pendant le Syrah sur cette Place des Lumières au sein du Food Forum. Voilà, c'est aussi une manière d'accompagner, on parlait des startups, tous ceux qui entreprennent dans le food service et dans la restauration. J'en profite pour remercier également, pardon, j'ai oublié, le GECO et la FEB qui sont également présents et qui sont évidemment importants dans tout ce système du Syrah Lyon. Et Syrah Lyon ne serait pas Syrah Lyon si ce n'était pas une grande fête à la fois de la cuisine et des chefs. C'est oui, aussi l'occasion pour les chefs qui reçoit, de tout le monde se qui reçoit retrouver. les visiteurs. Petit clin d'œil aux Toques lyonnaises, c'est plus de 100 chefs qui sont regroupés dans l'association. C'est l'ensemble de la ville qui est là pour accompagner et accueillir les visiteurs du Syrah pendant ces 5 jours au mois de janvier. Voilà, et vous avez aussi une étude à nous présenter. Syrah Food est un outil aussi d'analyse et de compréhension. Et effectivement, on a choisi cette année de lancer une étude, on va vous la révéler maintenant, sur l'éco-responsabilité auprès de 200 professionnels avec des réponses intéressantes. On parlait d'une restauration responsable. 86% des professionnels qu'on a interrogés se disent engagés dans cette démarche éco-responsable. C'est un chiffre qui est important, qui a beaucoup progressé parce que la restauration a longtemps été à la traîne de ces sujets. Aujourd'hui, les restaurateurs sont évidemment à 72% travaillent avec des produits de saison, 60% avec des circuits courts, sur les circuits courts. C'est aussi, je pense, une notion qui est très intéressante et importante. Et 42% disent utiliser des produits issus de l'agriculture biologique. On voit donc que c'est quelque chose qui a une accélération sur le paradigme de la responsabilité et de l'éco-responsabilité dans la restauration. Du côté des fournisseurs, 44% des interrogés disent utiliser cette chaîne de valeur dans une démarche écologique. Je pense que c'est aussi significatif. 35%, évidemment, et c'est un pourcentage qui va forcément monter pour plein de raisons dans les années qui viennent, sont tournés vers la gestion des déchets, et 23% adaptent leur mode de production, encore une fois, à ce monde de sobriété dans lequel on est en train d'entrer de plein pied. Voilà, une étude à retrouver en intégralité à l'issue de la conférence de presse. Vous nous avez parlé d'éco-responsabilité tout à l'heure. Qu'est-ce que ça va être l'éco-responsabilité du Syrah ? On ne peut pas parler effectivement d'éco-responsabilité en général sans impliquer directement la machine Syrah. 140 000 m², c'est évidemment beaucoup de paramètres à gérer, et on est de plein pied dans une sobriété de plus en plus forte également pour le Syrah. Travaille en ce moment sur la structure, donc Eurexpo, avec notamment de l'éclairage LED qui va couvrir désormais 80% du parc, donc qui est évidemment énorme et qui a des incidences sur la consommation directe. L'électricité consommée lors de l'événement qui est réinjectée sur le réseau d'Eurexpo par son équivalent en énergie verte. Il y a une certification et depuis maintenant plusieurs éditions c'est le cas, mais on le dit aujourd'hui, on l'annonce aujourd'hui. On a décidé de réduire la consommation de moquettes. Vous savez qu'on parle parfois de moquettes recyclées, parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Là, on a décidé cette année de réduire avec des moquettes dallées, donc moins de moquettes pour l'ensemble du Syrah. Encore une fois, ça représente des milliers de mètres carrés que nous allons économiser. Donc c'est aussi quelque chose, un nouvel apport, un nouvel œil qu'on souhaite aussi donner, une nouvelle valeur qu'on souhaite aussi donner au Syrah.
depuis longtemps, et on l'accentue également, la réduction de l'usage du papier. Le port du badge n'est plus obligatoire. Je parlais tout à l'heure de l'application Cira Connect sur laquelle on retrouve le badge, qui permet également aux exposants de pouvoir évidemment savoir à qui ils ont affaire et puis pouvoir récupérer évidemment de la donnée. Donc ça, c'est fondamental dans notre démarche. Également la valorisation du bois dans le mobilier. C'est la volonté de pouvoir recycler, de réutiliser. On a également, chez GL Events, créé, il y a maintenant 2 ans, et on le réutilise et on le développe pour le CIRA 2023, CIRA Modular, qui est un stand éco-conçu, qui est proposé aujourd'hui à la commercialisation aux exposants. 4000 m², on en avait 3000 en 2021, 4000 m² développés net pour 2023. Donc ça va aussi dans le sens de l'éco-responsabilité. Et puis on s'occupe aussi, on a créé Cira Collect, qui est vraiment une valeur ajoutée dans l'éco-responsabilité, sur notamment les biodéchets qui sont récupérés. On avait eu en 2021 plus d'1,5 tonne de biodéchets récupérés donc sur l'ensemble des stands et des points de restauration, et également la récupération des denrées alimentaires pour la collectivité. Je pense notamment à la banque alimentaire. Ça représente en 2021 plus de 15 tonnes d'aliments récupérés par la banque alimentaire et redistribués. Et je suis persuadé qu'on sera au moins à 20 tonnes en 2023. Aliments qui se perdraient si on n'avait pas cette démarche-là. Et tous les exposants sont engagés dans cette démarche de Cira Collect. Et puis également des traitements des déchets d'ameublement. Vous êtes sans doute resté ou pas le soir du démontage ou traversé les halls le soir du démontage. On a 87 tonnes de déchets qui ont été retraités à l'issue du CIRA 2021. Voilà. C'est pour vous donner des chiffres qui sont imposants, marquants, hein, mais qui vont dans ce sens d'une démarche RSE, qui est une démarche volontariste et du CIRA Lyon, et du président Gillon, et du groupe GL Events en général. Voilà. Merci, Luc Dubanchet. Petite chose, oui. On parle beaucoup des transports, on parle beaucoup des embouteillages. Il y en aura encore cette année, en 2023, c'est évident. On ne peut que conseiller, et j'espère que vous en serez le relais, chers journalistes, de venir en transport en commun. Le réseau aujourd'hui des transports à Lyon est suffisamment dense. Le tram T5 arrive au pied de Rexpo, et donc utiliser majoritairement ce transport-là. Évidemment, les exposants, c'est plus compliqué, mais les visiteurs, c'est tellement plus simple de prendre le transport en commun pour arriver au centre. Moi, je peux en témoigner. Il y a un accueil qui est extraordinaire, parce qu'il y a vraiment un pôle dédié à la gare de Pardieu, et on peut aisément, même lors de la première visite à Lyon et au CIRA Lyon, trouver où se diriger, prendre ce fameux tram qui va directement. C'est vrai que c'est un moyen efficace, pratique. C'est ce qu'on appelle la Lyon Welcome Attitude. Ouais. Et ça fait partie de notre démarche permanente. Voilà. Je vais vous laisser la parole et repartir. Je veux juste vous dire bienvenue au CIRA à toutes et tous. Remercier, avant de céder la parole à Frédéric, l'ensemble des équipes de GL Events, l'ensemble des équipes de CIRA Food pour le travail extraordinaire qui est fait depuis plusieurs mois, tant commercialement qu'en termes de communication, de marketing, de production, de l'ensemble de ce très bel événement qui s'appelle CIRA Lyon et que je suis très fier de diriger. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc Dubanchet. Nous avons évoqué l'éco-responsabilité, nous avons aussi parlé d'innovation et de tendance, et nous allons rentrer, je dirais, dans le vif du sujet en accueillant Frédéric Loeb, fondateur de Loeb Innovation, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Ça fonctionne. Bonjour. Alors, je vais me laisser porter par ce vent d'optimisme qui souffle depuis tout à l'heure. C'est que on va peut-être faire l'inverse de tout ce que le monde dit. Le contexte est un peu anxiogène. On nous interdit le barbecue. On nous dit qu'il va falloir faire de la sobriété. Et je vais aller contre, pour une fois, Olivier Ginon, dire je ne suis pas d'accord parce que nous sommes persuadés que nous allons aller vers quelque chose d'autre que nous appelons la nouvelle abondance. Et donc, la nouvelle abondance, c'est le chapeau de ce qu'on appelle les CIRA Dynamics, qui sont les nouvelles tendances qui vont tirer toute la réflexion stratégique et prospective, en particulier du CIRA Food Forum, qui est le lieu de débat et de conversation sur ces différents sujets qui animera le CIRA pendant toute la semaine. Alors, la nouvelle abondance, c'est quoi ? En fait, ce n'est pas de nous, c'est Dominique Méda, le philosophe, qui a posé cette expression. La nouvelle abondance, ça correspond à la réalité humaine. Ce que vous voulez souvent, c'est qu'au cœur de notre cerveau, on a un truc qui s'appelle le striatum. Alors, le striatum, c'est un mini-cerveau au cœur du grand cerveau qui fait que l'homme est homme. Et le striatum, c'est quoi ? C'est que nous étions, par rapport aux autres espèces développées,
à un singe un peu pas assez poilu, pas assez musclé, et qui en plus s'est levé, donc courait moins vite que les espèces à 4 pattes. Et le striatum est bodybuildé chez l'espèce humaine, en particulier l'Homo sapiens, qui nous sommes, et il y a certaines personnes dans la salle qui ont un striatum très 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 bodybuildé. Et qu'est-ce qu'il fait le striatum? Il fait que pour survivre et conquérir, on a mangé son voisin. On a commencé par manger les ours, après on a mangé les gros animaux, et maintenant on est en train de manger la planète. Et donc le problème, c'est que le striatum détermine nos comportements. Et c'est comme ça qu'on a construit notre Dynamics en réalité. C'est-à-dire que faire de la frugalité, de la sobriété, ça ne marchera pas. Parce qu'à cause du striatum, on va se dire « Ah oui, il faut que j'économise. Mais bon, le nouvel iPhone, il est quand même extraordinaire, j'en ai absolument besoin. » Oui, il faut que je mange végétal, mais quand même, une belle entrecôte, c'est quand même très sympa. Nous restons des animaux omnivores. Donc, conclusion, c'est en partant de cette vision on n'arrivera pas aux gens à les convaincre de réduire leur consommation. C'est plutôt de transformer la consommation actuelle en consommation positive. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle abondance, et nous sommes persuadés qu'avec tout ce qui arrive, les nouvelles technologies et tout ce qui nous entoure, nous pourrons transformer le comportement humain pour sauver la planète, tous ensemble. Première donc Dynamics, c'est une tension naturelle entre l'agroécologie et l'écologie et ce que nous appelons la technonature. En fait, l'idée c'est de retrouver notre écologie. L'écologie, c'est pas, on a vu les restaurateurs ont déjà des bonnes pratiques, c'est d'aller un peu plus loin. Alors aller plus loin, ça veut dire surtout revenir à quelque chose de pragmatique, de plus local, de plus raisonnable. Écologie, ça veut dire l'équilibre entre l'homme et la nature. Donc c'est retrouver localement, un peu partout, cet équilibre entre l'homme et la nature. Ça passe par effectivement l'agroforesterie, mais des choses aussi plus techniques comme la technonature. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? La technonature, c'est utiliser le meilleur de la technologie au service de la planète et du respect des populations, des hommes et des environnements. Et donc ça peut passer par exemple par l'agriculture verticale. On a plein d'espaces perdus. Tous les parkings qui ne servent à plus rien, puisqu'on a comme une baisse de la voiture globalement, on peut les transformer en fermes urbaines. Moins d'intrants, puisque les fermes urbaines c'est sous contrôle, donc moins de pollution, moins d'impact et d'effets carbone, etc. La technonature, c'est aussi peut-être produire des protéines. Ça c'est l'extrême, des protéines de synthèse en laboratoire, sans forcément avoir un élevage extensif ou intensif, qui sont quand même extrêmement producteurs et très pénalisés de carbone, d'effets de serre. Vous savez que l'élevage bovin, c'est 13% de l'effet de serre. Parce que les vaches, non seulement ça consomme beaucoup, mais ça pète. C'est terrible. C'est le premier producteur mondial de méthane, juste après les pipelines. Donc d'émanation de méthane et les incendies naturels. Donc c'est d'intégrer tout ça pour justement réfléchir de façon globale, c'est compliqué, pour avoir quelque chose de positif. Deuxième Dynamics, c'est la Dynamics qui concerne tout ce qui est de la consommation, du comportement des gens. Donc vous avez bien entendu, les faire consommer moins, ça va être compliqué. C'est plutôt le restaurateur qui est finalement le tendanceur de la restauration. Je vous rappelle qu'on ne mange pas à la maison ce qu'on n'a pas ici au restaurant. Et donc, c'est de donner les bonnes pratiques. À consommer moins, il faut être intelligent. Ce n'est pas forcément consommer moins par réduire les portions. Ça, c'est une solution. Mais c'est aussi consommer moins, justement, en anticipant. Et on va le voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de consommer mieux, qui sont, par exemple, les nouvelles technologies. Pourquoi on ne demanderait pas en collective aux gens la veille ce qu'ils ont envie de manger le matin même et de juste préparer ce qui les intéresse pour réduire le gaspillage alimentaire. C'est un chiffre un peu tabou, on l'a vu, les restaurateurs s'y mettent. Personne n'a envie de perdre de l'argent en le jetant à la poubelle. Les achats, il faut être pragmatique, c'est comme les distributeurs. On les pointe du doigt sur le gaspillage alimentaire, mais très simplement, ils aimeraient bien le baisser pour des raisons économiques. Ce qui pourrait être fait aussi, c'est d'éduquer les gens au gaspillage. Dans restauration collective, un tiers des assiettes sont jetées après consommation. C'est-à-dire que les gens prennent trop. Donc c'est les éduquer positivement en leur disant prenez peut-être des portions plus petites. Arrêtez de croire que vous serez bien en prenant une tonne de salade au buffet salade. De toute façon, vous ne le mangerez pas. Et donc c'est d'éduquer les gens. Alors vous nous avez beaucoup parlé de technologie. Y a-t-il une place réservée à l'humain dans les Dynamics ? Évidemment, c'est les troisième grande série de Dynamics, c'est tout ce qui concerne l'humain. La première chose qui est fondamentale, et on n'a qu'à se taper sur les doigts dans la profession, c'est le bien-être des équipes. Il manque 200 à 500 000 personnes en France, selon les estimations, dans la restauration. Pourquoi? Certes, il y avait des problèmes de salaire, des conditions de vie très difficiles, mais aussi un certain autoritarisme. Il ne faut pas se voiler la face. La cuisine, pour que ça sorte, c'est un peu militaire. D'ailleurs, on parle de brigade, on parle de chef,
On parle de coup de feu. On a gardé cette mentalité-là. Eh bien, c'est de positiver en imaginant de nouvelles solutions, d'abord d'inclusivité, de respect des équipes, d'horizontalité, de travailler différemment. La profession a déjà fait beaucoup d'efforts en augmentant les salaires assez massivement cette année. Hein. C'est peut-être une des plus grosses augmentations collectives de salaire en France, en tout cas. Mais c'est d'aller plus loin, c'est donner envie aux gens de revenir. Et ça passera par la deuxième chose, c'est justement en les rendant fiers par le bien-être des clients. C'est-à-dire que le bien-être des clients, c'est on va utiliser au mieux les outils d'aujourd'hui, encore je reviens au digital, pour anticiper la santé, pour anticiper le profil, pour faire qu'il y ait cet équilibre inclusif entre la salle et la cuisine. Et donc on arrive à la quatrième Dynamics, qui est celle, tout ce qui concerne en fait, j'aimerais que ça apparaisse, ça met un peu de temps, voilà, la créativité humaine. En fait, paradoxalement, on est le métier qui, alors malgré l'avancée de la technologie, malgré l'avancée du monde, met de plus en valeur l'humain. Et l'humain est en plus avec une chose formidable, c'est que c'est local. Pour l'instant, on ne peut pas globaliser peut-être des marques, mais on ne peut pas globaliser la cuisine. La créativité humaine, c'est quoi? C'est que nous, on a beaucoup travaillé, dans, je sais pas, certains anciens CIRA, sur l'intelligence artificielle appliquée à la cuisine. Ça donne rien. Parce que c'est très très compliqué d'apprendre à une machine de faire un truc intelligent. C'est facile de faire des statistiques. Et vous connaissez tous le principe d'un moteur de recherche de Google. Hein, Google, finalement, retient juste ce que vous avez pris avant. Si vous aimez les pizzas, vous aimez le rugby et vous aimez, par hasard, vous avez dérapé sur un site avec des filles avec des poitrines généreuses, ben vous allez avoir une publicité de pizza post-match avec des serveuses plantureuses. Et ben, la créativité, ça reste l'humain. C'est le petit dérapage à côté. C'est le truc de génie des chefs où tout à coup, ils vont twister un ingrédient, etc. Ça, ce n'est pas des machines qui le feront demain. Et pour qu'ils aient le temps de faire ça, et s'occuper de leurs clients et redevenir créatifs, bah ça m'amène justement à la deuxième dynamique, deuxième tension dans cette dynamique, pardon, c'est la préservation des savoir-faire par justement l'entretien même à perte. Vous savez, je prends l'exemple des croissants. Le métier de tourrier a disparu, en train de disparaître. Pourquoi? Il n'est même plus dans les CAP de boulangerie. Enfin, c'est très physique, c'est très compliqué, et c'est vrai que les machines font plutôt de la bonne pâte feuilletée. Mais néanmoins, peut-être demain, un jour, on a besoin de préserver ce savoir-faire parce qu'il y aura un chef qui va dire, tiens, ben, je vais réinventer le tourrage, je vais réinventer la manière de faire des croissants. Et ça nous amène à la troisième tension par rapport à ça, qui est la valeur ajoutée humaine. En fait, c'est de donner aux machines, pas ce que l'homme fait bien, mais ce que l'homme ne sait pas bien faire ou n'a aucune valeur ajoutée. On manque de personnel. Pourquoi on n'invente pas des robots qui sortent les poubelles, ce qui est comme le geste le plus, en fin de service, qui nettoie la cuisine? Il n'y a aucune valeur ajoutée de nettoyer une cuisine. On a bien des lave-vaisselle, pourquoi on n'a pas des lave-cuisine? Et donc c'est toute cette réflexion qui va se porter, justement pour préserver ce qui est le cœur du métier. Et Olivier Ginon l'a dit, c'est l'humain. C'est cette espèce de fête incroyable des sens. Et ça, c'est pas demain la veille que des machines remplaceront l'humain là-dessus. Et on arrive à la dernière. Et donc, par quoi allez-vous terminer? Cinquième Dynamics, qui est celle donc de l'équilibre entre les tendances culinaires. Et en fait, alors là, je ramène un deuxième truc scientifique. Notre réseau neuronal du plaisir est lié au réseau neuronal de la mémoire et au réseau neuronal de la découverte. Vous mangez des frites tous les jours, vous êtes expert en cuisson des frites. Vous savez quasiment à quelle température elles ont été cuites. Je vous mets des frites bleues qui clignotent. Pourtant, vous êtes des gens tendanceurs du métier. Ben, vous allez mettre 2 minutes avant de les mettre dans la bouche, voire pas les mettre dans la bouche. Je vous prive de frites. Je prends la frite parce que 98% des Français aiment les frites. C'est un des rares produits universels. Pas partout dans le monde, en France en tout cas. Je vous prive de frites pendant 1 an. Je vous passe une assiette de frites. Vous allez baver littéralement comme un animal primaire. Et c'est ça le plaisir. Et donc la cuisine, c'est toujours une tension entre la mémoire et la découverte. La mémoire, c'est justement la reconnexion à ses racines. Et de l'autre côté, c'est les rêves d'évasion. Donc là, on a quand même eu 5, 6, voire 10 ans de bistrot, de bouchons, de très grandes traditions. On commence à s'en lasser un petit peu. Hein. Il y a même des concours de l'œuf maillot. Enfin, le pâté croûte est redevenu un produit star, etc. Là, je prononce ça à la lyonnaise. Bref, de l'autre côté, on va avoir besoin de nouvelles évasions. Donc, c'est le retour de la cuisine exotique. C'est le retour des cuisines exotiques avec l'expertise qui monte chaque fois. Aujourd'hui, on a eu le Levantin qui est massif, donc toutes les cuisines libanaises en tout genre. Ça y est, arrive l'asiatique du Sud-Est. Et en fait, c'est logique, c'est partout où on ne peut plus aller. Avec la Covid, on ne peut plus aller dans les Levantins, c'est compliqué dans ces pays-là. Donc le Levantin, c'est libanais, israélien, etc. De l'autre côté, ou turc, tout ce qui est Asie du Sud-Est revient très fortement.
le thaï, mais aussi la cuisine. Et on va arriver derrière la cuisine coréenne qui revient réinventer. Le japonais, je le mets à part, c'est devenu une vraie expertise, en particulier dans de grandes villes comme à Paris ou même à Lyon. Et derrière arrivent de nouvelles choses. Et nous, on appelle ça, après la cuisine fusion, la cuisine jonction. La cuisine jonction, que vous pouvez goûter d'ailleurs ici chez Voyage, c'est de partir d'une destination à une autre. La fusion, c'est que je mélangeais tout. Alain Ducasse aime beaucoup dire, fusion is confusion. Ben, là, c'est pas vrai. C'est la jonction, c'est que je prends un ingrédient que j'associe à une destination. Et dernier point, c'est que la cuisine va revenir dans la modernité. Alors, on a parlé de nouvelle cuisine à une époque, de cuisine, c'est cyclique, hein, de cuisine moléculaire. Là arrive plutôt quelque chose qui sera la cuisine des champignons en particulier. Et il y a le Safre dans la salle. En fait, on va utiliser la technonature pour réinventer des textures, des saveurs. Et on attend les chefs qui vont illustrer ça. C'est-à-dire, c'est une expertise, c'est respecter toujours la matière, c'est pas la cuisine moléculaire qui était un peu chimique. Paul Bocuse parlait de la boîte à pharmacie. Là, ça va être utiliser toute la science pour prendre dans le naturel ce qu'il y a de meilleur et créer ce qui est le rêve de la cuisine, c'est-à-dire des nouvelles saveurs, des nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Parce que malheureusement, avec mon histoire de mémoire, quand on mange toujours la même chose, on s'ennuie. Et donc, ça nous arrive à la conclusion de ces dynamics, c'est tout le métier, et le CIRA l'illustre par tous ses exposants, ses métiers, ses concours, c'est de perpétuer le désir. Et c'est là où on reste très optimiste, c'est que, je veux dire une dernière chose, le monde va être moyennement marrant pendant 15 à 20 mois, entre guerre, récession probable, etc. Mais c'est là où les restaurants cartonnent. Le meilleur trimestre de tous les temps à New York des restaurants, c'était le 4e trimestre 2001, après l'écroulement après le 11 septembre. Donc là, on est bien parti. Les gens vont continuer à aller au restaurant. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Frédéric Loeb. Et, je vous signale que ces thématiques, ces CIRA Dynamics seront à retrouver chaque jour entre le jeudi et le lundi, place des Lumières, donc sur le CIRA Food Forum, avec différents thèmes qui seront abordés au fur et à mesure des jours, comme la création culinaire et les sciences avancées, la nutrition au restaurant, l'élevage est-il encore dans les prés? C'est l'une des questions qui sera posée. On parlera aussi d'agroécologie, de restauration collective et solidaire, de souveraineté alimentaire, de territoire culinaire vers de nouveaux imaginaires. Encore une question qui sera posée. Vous pourrez retrouver donc tout ce programme au CIRA Lyon. Je vous remercie d'être venu nous voir ce matin. Merci à tous les intervenants. Merci à vous qui nous avez suivis derrière vos écrans. Et avant de se quitter, un film, je dirais un avant-goût du CIRA 2023. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Les intervenants sont là. Luc Dubanchet est là. Florent Suppisson, Frédéric Loeb. Donc si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à les contacter. Ils y répondront. Merci à toutes et à tous. Bonne journée.